Bonjour à tous, aujourd'hui on va finir le TP de logiciel de gestion de tâches en JavaScript. Dans le TP précédent, on avait créé une tâche et récupéré la liste des tâches depuis Firebase. Donc c'était les deux premières étapes de notre CRUD. Aujourd'hui on va faire les deux dernières étapes, c'est-à-dire la suppression d'une tâche et la modification d'une tâche. Pour ça on va continuer d'utiliser le code qu'on avait rédigé la dernière fois et on va y ajouter tout ce qui manque. Alors pour faire ça déjà, je pense pas que le tutoriel explique comment supprimer de l'information. Donc là il va falloir aller plus loin, il va falloir se passer du tutoriel et aller dans la documentation. On va commencer par Quick Start, on sait jamais, peut-être qu'ils expliquent. Donc comment naviguer dans une documentation. Là on voit qu'apparemment on peut créer plusieurs types d'applications. Nous on crée une application web avec JavaScript, donc on va aller dans cette partie-là. Bon, on crée un compte, installer Firebase User, on l'a fait en fait. Okay. Écrire, lire des données, on l'a fait. Ça, on verra plus tard. Sécuriser, etc. Bon, ça ne nous aide pas énormément. Donc maintenant, on va aller voir le Development Guide, voir s'il nous donne plus d'informations. Retrieving data. Saving data. C'est pas terrible. Je trouve que ça rentre pas suffisamment dans le détail. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans la référence de l'API. Donc comme vous l'avez vu en fait, dans notre code, même si on n'utilise pas de requête Ajax, c'est quand même une API puisqu'on utilise quelque chose qui est extérieur. Donc on a chargé un script qui vient d'ailleurs. Ce script nous donne accès à une fonction qui nous permet ensuite d'envoyer un objet sur lequel on appelle d'autres fonctions. Donc indirectement, c'est une API. Ça ne fait pas partie du navigateur nativement, ça ne fait pas partie de JavaScript nativement. Ce sont les fonctions définies par quelqu'un d'autre, donc en l'occurrence par Firebase. Donc quand on va dans la documentation API d'un service comme Firebase, on va avoir en fait toutes les fonctions qu'il est possible d'appeler depuis cette API. Donc on va reconnaître par exemple push, qu'on a déjà appelé, et juste au-dessus, qu'est-ce qu'on voit? Remove the data at this Firebase location. Donc ça c'est intéressant. Argument. Ok, apparemment le seul argument qu'on peut passer c'est onComplete, qui devra contenir une fonction qui sera appelée quand la synchronisation sera faite. Avec une erreur dans le cas d'un échec, sinon null. D'accord, bon, je vais aller voir un exemple de code. Alors, comment on utilise remove? Apparemment, ici, là, on retrouve ce qu'on avait fait avant, c'est-à-dire qu'on a créé une référence vers une base de données Firebase. Il utilise remove directement sur la référence et dit que ça efface toutes les données. Donc là, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Alors là, c'est intéressant. En fait, il dit que les données qui vont être supprimées, c'est toutes les données qui ont été dans le child, donc dans l'enfant, qui a été sélectionné. Or là, on a vu tout à l'heure dans la démo du chat que c'était cette URL qui était fournie. Là, il y a des éléments qui ont été rajoutés. Donc on voit qu'il va dans une partie qui s'appelle users, donc je suppose que c'est une liste d'utilisateurs. Et ensuite, il rajoute /Fred. Donc ça, je suppose que c'est un des utilisateurs. Okay, donc apparemment, il arrive à naviguer ici sur un élément précis de la base de données. Il crée une référence vers cet élément et ensuite il supprime cet élément. Donc en fait, je pense qu'on va pouvoir faire pareil avec ici nos éléments, on est d'accord, où est-ce qu'ils sont? Voilà, ils sont là. On a 4 éléments actuellement. Donc là, c'est notre racine. Le premier, il s'appelle 0, le deuxième, il s'appelle 1, 2, et enfin, on en a un qui a un nom bizarre, avec un moins. D'accord? Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de supprimer celui-là en testant directement l'API qui a été fournie. Donc je vais m'inspirer de ça, et on va essayer de le faire directement dans la console pour voir si ça marche. Donc là, si je fais ça, et que j'affiche
pas si ça va me donner grand chose tout ça. Hein. Parce que là on est sur la mauvaise URL, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre propre URL. Notre URL, c'est celle-là. C'est celle qui contient nos tâches. Donc, si je fais ça, et que je veux supprimer la tâche 0, on va essayer de faire comme ils ont fait eux, c'est-à-dire slash la référence de notre tâche. Donc je vais l'appeler différemment, je vais l'appeler tâche 0. Voilà. Et ensuite, eux, ce qu'ils faisaient, c'était d'appeler remove sur cet objet qu'on a appelé comme ça. Donc je vais essayer tâche 0 .remove. Bon, là j'ai pas vraiment de retour. Par contre, si je retourne dans mon dashboard, je vois qu'effectivement la tâche 0 a bien été supprimée. Celle qui va être peut-être plus compliquée à supprimer, c'est celle-ci. On va essayer. Hein. On va faire un copier-coller de son identifiant. On va remplacer le 0 par cette valeur. On va l'appeler autre tâche, peu importe. Donc là j'ai défini ma variable autre tâche, et maintenant que je l'ai définie, je vais faire remove de cette autre tâche. Je retourne dans ma... Ah, elle a bien disparu. Donc maintenant en fait on sait comment faire. Le challenge suivant, ça va être de faire en sorte que quand on clique sur un élément, ça supprime seulement cet élément. Okay. Donc là on voit qu'on a besoin en fait de connaître l'identifiant. Nous à ce stade, on a su récupérer le nom des tâches, on a su récupérer si elles étaient faites ou pas. Par contre, on ne s'est jamais posé la question de récupérer quel était cet identifiant. Okay. Donc comme je ne sais pas comment faire, je vais chercher sur Google. How to get identifier of Firebase object. J'ai pas l'impression que ça répond à ma question, cet article. On va essayer ça. Donc là, on retourne du coup sur la documentation JavaScript de Firebase. Donc val, on le reconnaît, c'est celui qu'on avait utilisé pour récupérer les données. Event type. Ah, intéressant. En fait, dans cet exemple-là, je vois que ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait en fait. Il y a un child added avec une fonction qui renvoie un snapshot. Ils utilisent comme nous le snapshot.val. Et ils utilisent aussi un snapshot.key. Et je me demande ce que c'est que ça. Du coup, je vais l'essayer dans la console. C'est-à-dire que je vais prendre la tâche numéro 1. Je vais l'appeler tâche. Voilà. Et je vais faire tâche.key. Donc ça veut dire que quand on fait ça, ça nous renvoie l'identifiant de cet élément. Ça c'est intéressant. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ça sur tous les éléments qui sont appelés quand on démarre notre application. Donc souvenez-vous, cette fonction-là, elle était appelée en début d'application pour afficher dans la console tous les éléments, toutes les tâches qu'on a créées en base de données. Donc là, je vais non seulement afficher dans la console le name, mais je vais aussi afficher le key. Donc pour faire ça, au lieu de faire snapshot val, on a vu dans l'exemple qu'il fallait faire snapshot.key. Okay. Donc on va essayer ça. Là, dans ma console, je vais afficher pour chaque élément la clé, donc l'identifiant, et la propriété name du message, venant de val. On va rafraîchir ça, et on va regarder ce qui se passe dans la console. Pas grand chose. J'ai pas sauvegardé mon fichier, c'est normal. Ah, voilà. Donc là, on a bien 1 correspond à faire la vaisselle, 2 correspond à ranger le bureau. On vérifie ça. 1 faire la vaisselle, 2 ranger le bureau. Donc ça, c'est parfait. Donc
Donc ça veut dire que maintenant, on connaît les identifiants de chacune des tâches. Ce qu'on va faire, maintenant qu'on sait qu'on est capable de référencer un élément pour le supprimer, on va faire la partie JavaScript pure, qui est détecter qu'on a cliqué sur un élément de cette liste. On se souvient qu'ici, on a la fonction qu'on définit ici, qui va être appelée à chaque fois qu'un nouvel élément a été créé dans Firebase, et ça va permettre de l'afficher. On reconnaît ça puisque on modifie du code HTML sur notre page en y ajoutant un paragraphe contenant le nom du message, qui en fait est une tâche. Je vais en profiter pour renommer ça. Ce sera tâche.name, voilà, tâche. Ok. Donc désormais, on parle vraiment de tâche ici. Je sauvegarde, je vérifie que j'ai rien cassé. Je vais ouvrir ma console aussi. C'est toujours bon d'avoir ça à côté pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc voilà. Je suis aussi revenu à l'état initial de ma base de données. Donc ça, on est d'accord, c'est le lien qui est affiché ici. Voilà. C'est donc la représentation graphique des données qui sont dans notre base actuellement. Donc, j'ai bien renommé ma variable, je vois que l'application marche toujours, pas de problème. Donc comment on va faire pour que quand l'utilisateur clique sur un paragraphe, on sache quel est le paragraphe qui a été cliqué? Alors, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on va avoir tendance à avoir un élément sur lequel on fait .onClick égale, et on crée une fonction, on paramètre un événement, et dans cette fonction, on va afficher clic dans la console. Okay. Donc là, évidemment, élément, ça ne fait référence à rien du tout. Si j'exécutais ça tel quel, ça provoquerait une erreur. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir qu'on précise quel élément va afficher clic quand on va cliquer dessus. Alors là, cette fonction-là, on est d'accord qu'elle est appelée pour chacune des tâches. Parce qu'ici, on affiche une seule tâche, donc si j'ai 3 tâches, elle va être appelée 3 fois. Sachant qu'au final, on va avoir 3 paragraphes dans notre div à faire, il va falloir identifier chacun de ces paragraphes de manière à ce qu'on puisse cliquer sur eux individuellement. C'est-à-dire que ici, à la place de élément, il va falloir utiliser getElementById, et là, il va falloir lui passer un identifiant. Sauf que, quel identifiant? On ne connaît pas a priori quel est l'ID de nos paragraphes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer simple. On va dire que l'ID, ça va être, je sais pas moi, test. Hein. Ce code, je vais le mettre en commentaire, parce que pour l'instant, il ne marche pas, il n'est pas complet. Et on va regarder ce qui se passe quand je fais ça. Donc je rafraîchis ma page. On va faire inspecter sur mon premier élément. Je vois qu'on a bien notre paragraphe avec l'ID test. Donc ce que je viens de faire, c'est ça fonctionne, mais c'est pas légal entre guillemets dans le sens où dans une page HTML, il ne faut jamais avoir plus d'un seul élément qui porte un même ID. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un moyen de donner un ID unique à chacun de ces éléments. Ce qu'on peut utiliser, c'est snapshot.key qu'on a depuis le début de l'exercice ici. Snapshot.key, en fait, on va voir comment il se représente vu qu'on l'a affiché dans la console à côté du nom de la tâche. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la console? À chaque fois, on voit qu'on a le nom de la tâche et à côté, on a un nombre 0, 1, 2. Si on va dans notre base de données, on se rend compte en fait que le key, c'est le numéro d'identification de chacune des tâches. Et ça m'a l'air de faire un plutôt bon identifiant à utiliser pour nos tâches. Donc, pour utiliser ça, on va remplacer notre valeur test qui a été mise en dur ici dans le code HTML pour chacune des tâches. On va la remplacer par snapshot.key. Puisqu'apparemment, pour chacune des tâches, l'appel de cette fonction nous renvoie un identifiant unique. Alors là, c'est juste pour enlever toute ambiguïté sur comment gérer les chaînes de caractères. Si je fais ça, si je me contente de coller donc la valeur de l'identifiant directement dans mon code HTML et que j'exécute, je pense que certains d'entre vous auront deviné que nos éléments, voilà, il aura collé tel quel l'appel de la fonction. Comment on peut voir ça? Mais tout simplement, quand vous voyez que votre texte ici, il est de la même couleur que tout ce qui a été entré en dur ici,
entre vos apostrophes, ben, ça veut dire que ça va être copié tel quel pour chacun des tâches. C'est exactement pareil que, regardez ici, on n'a pas marqué tâche name directement à l'intérieur de la chaîne de caractères, sinon ça s'afficherait tel quel, toutes les tâches s'appelleraient tâche.name. Pour que cette partie de la chaîne de caractères soit remplacée par la vraie valeur de la tâche en cours, qui a justifié l'appel de cette fonction, en fait on sort de la chaîne de caractères en refermant notre apostrophe, et on fait une concaténation avec notre variable JavaScript. Et si vous utilisez un éditeur qui fait de la coloration syntaxique comme celui-là, bah vous verrez clairement qu'est-ce qui est en dur, donc chez moi c'est en marron, et qu'est-ce qui n'est pas en dur, là en l'occurrence c'est en gris parce que c'est une variable. Okay, mais là il va falloir procéder pareil, c'est-à-dire que on sait que toute cette partie-là que j'ai mis en surveillance, elle sera dans tous les cas affichée dans notre code. Par contre la partie d'après, elle est variable, elle est dynamique. Okay, donc on ferme la chaîne de caractères qui sera affichée en dur, on fait on l'additionne, on fait une concaténation avec notre valeur, qu'on reconcatène avec le reste de la partie en dur. Il ne faut pas oublier évidemment de réouvrir notre apostrophe ici. Voilà. Du coup, si on résume, cette partie-là, elle est en dur, elle s'affichera dans tous les paragraphes. Cette partie-là, elle est en dur aussi, elle s'affichera dans tous les paragraphes. Et cette partie-là aussi est en dur. Tout le reste, ce sont des parties dynamiques qui dépendront en fait des données de chacune des tâches. Donc on va essayer pour voir si ça fonctionne bien. Je retourne dans ma page et je vais rafraîchir. Et là, si je vais dans mon div affaires, on se rend compte que effectivement chaque paragraphe a un ID différent. Super. Donc maintenant que chacun de ces paragraphes a un ID, on va pouvoir utiliser la méthode qu'on connaît pour que chaque paragraphe devienne cliquable. Donc on sait que à chaque fois que cette fonction est exécutée, snapshot.key vaut l'identifiant de la tâche en cours. Donc on va réutiliser cet identifiant. Donc je mets ça ici. On est d'accord, si le paragraphe s'appelait test, ici on aurait laissé test. Sauf que là, cette valeur elle est dynamique. À chaque appel de la fonction, on a une valeur différente. C'est pour ça que je mets le même appel de fonction en guise de paramètre dans getElementById. En première itération, on aura getElementById 0. En deuxième itération, on aura getElementById 1. Et en troisième itération, on aura getElementById 3. Pour chacun de ces paragraphes, on définit donc notre onClick et on va se contenter d'afficher clic, et on va aussi afficher le numéro de la tâche qui a été cliquée, juste pour vérifier qu'on a bien quelque chose d'unique. On retourne dans le navigateur, on rafraîchit, on a toujours nos trois identifiants, j'ouvre la console, ah, le premier ne marche pas, le deuxième ne marche pas, par contre le troisième marche, on a bien le clic et le numéro d'identifiant de ce paragraphe-là, de cette tâche. Alors en fait, je vais vous expliquer pourquoi seulement le troisième marche. C'est parce qu'on a utilisé la méthode innerHTML. HTML, comme je vous l'avais expliqué, on l'utilise avec une affectation, et l'affectation, elle écrase le contenu de cette valeur, elle le remplace avec son contenu précédent, plus un paragraphe qu'il ajoute. Donc en fait, l'effet de ça, c'est que au début de notre application, affaire.innerHTML, il contient absolument rien, puisque affaire a été défini ici, on n'a rien mis dedans. Donc quand cette fonction va être appelée pour la première fois, on va stocker dans ce div une chaîne vide, à laquelle on va ajouter le paragraphe correspondant à la première tâche. Donc jusqu'à là, pas de souci. On va faire getElementById, on va récupérer l'élément qu'on vient à peine de créer, et on va lui attribuer un onClick. Par contre, quand on va afficher la deuxième tâche, cette fonction va être réappelée, innerHTML va contenir un seul paragraphe, on va écraser le contenu de innerHTML, on va y réinsérer notre paragraphe précédent, et on va y ajouter un deuxième paragraphe, celui de la deuxième tâche. Sauf que en faisant ça, on a détruit la référence qu'avait créée getElementById, puisque même s'il a le même ID, le premier paragraphe qu'on avait créé, physiquement c'est plus vraiment le même paragraphe, puisqu'il a été effacé et recréé. Et du coup, on a cassé le lien entre l'identifiant de la première tâche et la fonction qu'on avait créée à l'étape précédente. C'est pour ça qu'il n'y a que la dernière qui marche. La dernière, elle est affectée au
seul paragraphe qui n'a pas été supprimé puis recréé. Alors, comment faire pour éviter ce problème de perte de référence par getElementById? Et bien, tout simplement, on va s'en passer. C'est-à-dire que on va enlever ça. Nous, ce qui nous intéresse, on est d'accord, la base, c'est que ce onClick, il fasse cette action. C'est ça qu'il faut retenir. Okay, donc évidemment, ce code-là n'est pas valide. En revanche, en HTML, on a le droit de marquer onClick dans un élément, comme ça. En fait, onClick, c'est un attribut. Donc on peut très bien dire ici, onClick égale, et là on est d'accord, c'est du code en dur, hein, et ça va être le même pour tous, égale console.log, et on va afficher, moi je sais pas, 33 par exemple. Okay, donc je ferme ça, et on va essayer. Je retourne dans mon navigateur, je rafraîchis, on va vérifier dans la console qu'on n'a aucune erreur, apparemment tout va bien, je clique ici, maintenant chacun des éléments renvoie 33 au clic, super. Donc évidemment le but, c'est pas d'afficher 33 pour chacun de ces éléments, c'est d'afficher le snapshot key. Alors, ce qui paraît être le plus simple à faire, c'est ça. On est d'accord que si je le colle comme ça, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça va coller snapshot key tel quel dans le code. Bon, on va l'exécuter pour vous montrer. Donc là, je regarde mes éléments. Partout, on a snapshot key. Okay, il a été passé tel quel. Donc si je clique, qu'est-ce qui va se passer? Il va me dire, je ne sais pas ce que c'est snapshot. Pourquoi? Parce que snapshot a été défini dans ce contexte-là. C'est-à-dire que là, on est dans une fonction. Donc le snapshot, il est rattaché à la fonction. Or, quand on clique sur le paragraphe, on n'est plus dans le cadre de cette fonction en fait. Le code HTML a été généré, il est dans la page, on est dans le cadre de la page sur laquelle on est en train de naviguer. Alors quand on clique, il va dire bah, désolé, je ne connais pas Snapshot. Il sait plus ce que c'est. Okay, donc on peut essayer la même technique qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que on ferme la partie qui est en dur. Donc on va s'arrêter à la parenthèse de console log, et ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, ça va être une valeur dynamique qui va dépendre de la tâche. Donc on va essayer ça. Ok, on va regarder les éléments. Donc là j'ai bien 0, 1 et 2. Donc même principe que pour les ID en fait. Okay, donc si j'appuie là, on va avoir 0. Voilà, super. Donc on arrive bien à identifier sur lequel on a cliqué. Maintenant je vais ajouter une nouvelle to-do. Et qu'est-ce qui se passe quand je clique dessus? Ah, syntax error. Alors celui-là il marche toujours, celui-là il marche plus. Donc je vais aller voir ce qui se passe dans la console. Alors ce qui est pas drôle, c'est que on voit qu'il a donné un identifiant qui est un petit peu plus compliqué que ceux qu'on avait en base de données, qu'on avait rentré avec notre fichier JSON. Or, comme ce n'est pas juste un nombre, il y a des lettres et des chiffres, il faudrait que ce soit une chaîne de caractères. Donc il va falloir le mettre entre guillemets. Okay, pour faire ça, il va falloir rajouter des guillemets juste avant notre valeur ici. Okay, donc, naïvement, je vais ajouter des guillemets comme ça, et on va regarder ce qui se passe. Alors là, regardez la coloration syntaxique. En fait, le navigateur croit que la valeur de onClick s'arrête après la parenthèse du console log. Pourquoi? Parce que la valeur est censée être entourée par des guillemets. Or, il trouve un guillemet juste après cette parenthèse. Pour lui, tout ce qui est après, il comprend pas ce que c'est, mais en tout cas, ça appartient pas à la valeur de onClick. Donc, il va falloir ruser ici. On peut pas utiliser une parenthèse telle quelle. Il y a un autre moyen de gérer, heureusement. On pourrait utiliser des apostrophes, puisque les deux sont interchangeables en JavaScript. Problème de l'apostrophe, c'est qu'on en a déjà utilisé pour séparer nos chaînes de caractères ici. Donc si je fais apostrophe apostrophe, snapshot key n'est plus considéré comme une variable, mais comme quelque chose qui fait partie de la chaîne de caractères. C'est quelque chose qui va être rendu, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Alors en JavaScript, quand on veut afficher une apostrophe ou, ou des guillemets sans interrompre une chaîne de caractères,
il faut préfixer ce guillemet ou cet apostrophe par un anti-slash. Et en faisant ça, que je dise pas de... Non, c'est pas celui-là qu'il faut que je mette, c'est celui-là. Donc là, l'anti-slash il va avec cet apostrophe et il dit en fait au JavaScript que cet apostrophe-là n'est pas la fin de la chaîne de caractères qui commence ici. C'est une apostrophe qu'on veut vraiment afficher dans la chaîne de caractères. Okay, donc si je l'enlève, on voit que tout devient en dur, et si je la remets, en fait, cette apostrophe va empêcher de fermer la chaîne de caractères. C'est celui-là, c'est celle-là qui va fermer la chaîne de caractères. Okay, donc on va faire pareil pour l'autre. Donc là, je réouvre ma chaîne de caractères avec cette apostrophe, et celle-ci, c'est celle qui va être affichée, juste avant la parenthèse. Donc je mets mon anti-slash devant, j'enregistre, et on va regarder comment ça sort. S'il veut bien, voilà. Voilà, on dit va être chargé. Et là, on voit que pas de problème, le onClick il va bien jusqu'à la parenthèse fermante de mon console log, et que notre valeur d'ID, enfin de clé, est bien stockée de manière propre entre apostrophes. Donc ça déborde plus. Maintenant, je vais essayer de cliquer sur mes éléments pour voir si tout marche bien. 0, c'est bon. 1, c'est bien. 2, c'est bien. Et 3, on a aussi notre identifiant. Super. Donc on a réussi à prouver qu'on était capable de reconnaître quelle était la tâche cliquée. Alors maintenant qu'on sait sur quel paragraphe l'utilisateur a cliqué, on va pouvoir supprimer notre élément de Firebase. Okay, pour supprimer, pour rappel, il faut utiliser l'URL de notre base de données à laquelle on va greffer la clé ou l'identifiant de la tâche qu'on veut supprimer. Puis on appelle la fonction remove. Alors on va faire ça. Je retourne dans mon code, si j'y arrive, voilà. Là, on a défini notre onClick qui, pour l'instant, n'affiche que un console log. Okay, sachant que ça serait un peu lourd d'ajouter en plus ici à la fois une référence Firebase qui prend tout ça, plus un remove, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler une fonction. Donc on va remplacer tout ce code-là par supprimer tâche. Voilà. Okay, donc avant j'appelais console log, maintenant j'appelle supprimer tâche. Là si je lance tel quel, le navigateur me dirait désolé, je ne connais pas ce que c'est que supprimer tâche. Okay, donc on va le créer, simplement. On va créer une fonction ici, supprimer tâche, qui prend un paramètre, qui est la key, donc la clé de la tâche à supprimer, et comme on le faisait précédemment, on va afficher dans la console, supprimer, et la clé qui a été passée en paramètre. Okay, on va vérifier si ça va. Je rafraîchis mon index HTML, et si je clique sur mes tâches, je vois que ma fonction a bien été appelée, puisque on a à la fois le message supprimé à la console et la clé sur laquelle j'ai cliqué. Donc maintenant, il suffit de refaire une autre référence sur cette tâche-là. On a vu que pour faire ça, il fallait rajouter un slash ici et ajouter, concaténer la clé de la tâche à supprimer. On va stocker ça, on va l'appeler ref-tâche. Voilà. Donc ça, c'est une référence vers l'objet de Firebase qui contient les données de ma tâche. Et je vais utiliser cette référence pour appeler la fonction remove. Voilà. Donc essayons ça. Je rafraîchis ma page. J'appuie sur To Do. Donc il y a bien, apparemment ma fonction a été appelée puisque je vois la trace dans la console ici. Par contre, apparemment elle aurait été effacée de Firebase. À aucun moment j'ai expliqué que je voulais l'effacer de l'interface. Donc d'abord je vais vérifier que ça a bien été supprimé de Firebase. Ah oui, effectivement, on vient d'avoir disparaître. Je vais essayer sur ranger le bureau aussi, voir si ça marche. Je vais dans mon interface, je vois qu'elle a été supprimée à l'instant. Donc apparemment ça marche bien. Si je rafraîchis la page, on devrait voir que voilà, les deux tâches qui restent dans notre base de données. Okay, donc ça c'est plutôt bien.
Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on ne veut pas seulement les supprimer de notre base, on veut aussi les supprimer de notre écran. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'on veut supprimer? On veut supprimer le paragraphe qui a été cliqué, donc appeler cette tâche. Or, ce paragraphe, on lui a donné un identifiant qui, ça tombe bien, a la même valeur que celle qu'on a passée à notre fonction supprimer tâche. Donc ça veut dire que, en connaissant la valeur de qui, on est capable de retrouver le nom, l'ID du paragraphe à effacer. Une fois qu'on a son ID, c'est facile à faire, on a l'habitude. Il suffit de faire document.getElementById, auquel on va lui passer l'identifiant du paragraphe qui est en l'occurrence qui est donc le paramètre de notre fonction. Et une fois qu'on a cette référence-là, il faut utiliser la fonction qui sert à supprimer un élément du DOM. Donc comme je ne suis pas sûr, on va chercher comment supprimer un élément du DOM. Et je vais ajouter JavaScript devant pour être sûr. Remove element by ID. Tiens, sur Stack Overflow, c'est très bien ça. Je vais regarder la première réponse. Ça, c'est un petit peu complexe comme solution. Alors, là, je vois quelque chose qui est un peu plus sympathique. Une fonction qui prend un ID, qui fait getElementById de mon ID, .parentNode, .removeChild. Bon, c'est un petit peu difficile à lire quand même. On va voir si on ne trouve pas quelque chose de plus simple. Voilà, for removing one element. Donc, on stocke une référence vers l'élément à supprimer, et ensuite on appelle ça. Donc je vais utiliser cette fonction-là, elle m'a l'air plus simple à utiliser. Donc ici, notre lm, ça va être notre élément qui est identifié par qui, et on va appeler, comme dans l'exemple, lm.parentElement.removeChild, auquel on passe lm à nouveau en paramètre. Normalement, ça devrait le supprimer de notre écran. On va essayer. Je rafraîchis, ça charge. J'appuie sur vaisselle. Ça a apparemment supprimé ta page, donc c'est bien. Ça l'a aussi supprimé de Firebase. Super. Du coup, je vais ajouter une autre tâche. Voilà. Rafraîchir, juste pour vérifier que nos tâches ont bien été supprimées et que la nouvelle ait bien été stockée. Super. Donc on a réussi à supprimer une tâche en cliquant dessus. On arrive enfin à la dernière partie de l'exercice sur DTP, qui va être la modification de tâches. Donc en l'occurrence, la modification la plus importante dans un logiciel de gestion de tâches, c'est en fait de pouvoir cocher et décocher la tâche pour dire qu'elle a été terminée. Donc là, juste un petit commentaire, dans la liste des CRUD ici, dans les slides, je me suis trompé. Le D veut dire delete, donc il est associé à suppression, et le U veut dire update, donc il est associé à modification. C'est juste un détail, mais je tenais à enlever cette ambiguïté. Alors comment on va s'y prendre pour faire cette modification de tâche? Il va falloir qu'on rajoute d'abord une case à cocher pour chacun de nos paragraphes, et que quand on clique dessus, ça considère la tâche comme tâche terminée. Donc que ça avertisse Firebase qu'on a terminé cette tâche. Okay, donc, d'abord, comment afficher une case à cocher en HTML pour commencer. Au cas où vous vous en souviendrez pas, il suffit de faire un input de type checkbox. Voilà. Donc on va réutiliser ça tout simplement. On retourne dans notre code. Et ce qu'on va faire, c'est au moment où on intègre notre paragraphe, on va ajouter à l'intérieur de ce paragraphe, et juste avant le texte de la tâche, qui est ici, cette case à cocher. Alors, bonne chose à connaître, c'est qu'en JavaScript, là notre ligne commence à être un peu longue, on peut la séparer en plusieurs lignes. Okay, du moment que vous respectez bien les espaces dans votre chaîne de finale. Par exemple ici, on peut décider de mettre le on-click sur une ligne, donc je vais couper ma ligne après l'espace, en faisant 2 apostrophes. Je fais Entrée, et là, en faisant ça, en fait, JavaScript va concaténer cette partie avec cette partie. Okay, donc il n'y aura plus de saut de ligne dans la version finale de mon code.
Je vais faire pareil ici. Voilà, comme ça sera plus clair à lire. Et je vais faire pareil ici. Donc maintenant c'est un petit peu plus facile. On a une ligne qui va être pour le onClick, donc pour la suppression de tâches. Une ligne qui va être pour le ID de notre paragraphe. Et on va rajouter une ligne. Donc là on est d'accord, on est sorti de notre balise P là, en termes de code HTML. Et à l'intérieur de cette balise P, on va ajouter une balise input type égale checkbox et non begbox. Voilà. On va déjà voir si ça marche comme prévu. Okay, donc je retourne dans la page, je rafraîchis. On a bien nos cases à cocher. Ok, je vais les tester. Je me rends compte qu'en cliquant sur la case à cocher, ça a activé ma fonction qui permet de supprimer. Donc là, il va falloir faire une première chose, c'est qu'il va falloir empêcher ça. Ce que je propose de faire, en fait, c'est de définir le onClick non pas dans le paragraphe, mais dans un autre élément qui contiendra le texte de la tâche. Comme ça, on ne supprimera pas notre tâche quand on clique sur la checkbox. Alors pour faire ça, même principe que pour la checkbox, on va rajouter un nouvel élément. Je vais dire que c'est un élément, un span par exemple. C'est un peu comme un div, sauf qu'il sert à afficher seulement une ligne de texte qui va s'afficher dans un flow. Donc je vais déplacer ma tâche entre les balises span ouvrante et fermante, comme d'habitude. Okay, donc on va essayer ça. Déjà je vais tester que ce code marche bien, avant de faire quoi que ce soit en plus. On va vérifier ça avec Chrome DevTools. Donc là on a une tâche, on voit que le onClick il est toujours dans la balise P, le ID aussi, à l'intérieur on a une checkbox, puis on a le span qui contient juste le test. Okay, donc on va faire en sorte que c'est le clic sur le span qui va détruire une tâche. Pour faire ça très simple, il suffit de déplacer le onClick et on va le mettre dans le span. C'est complètement légal de faire ça. Donc maintenant ce sera seulement la partie textuelle qui sera sensible au clic. Je veux juste m'assurer que ici ça va rien changer. On passe toujours notre snapshot key en paramètre, qui sera récupéré ici. Donc l'URL de la tâche sera correcte aussi. Ensuite, quand on fait getElementById, il va nous renvoyer l'ID est associé au paragraphe. Donc c'est bien le paragraphe qui va être supprimé. On va juste le tester pour être sûr que c'est correct. Donc je rafraîchis ma page. Je vais rajouter une tâche en plus, juste pour être sûr que ça supprime la bonne. Et je vais supprimer tourne la pelouse en cliquant dessus. Ok, et je vais cliquer sur la checkbox de tâche 2, ça la supprime pas. Donc on est bon pour cette première étape. Alors maintenant la question, ça va être comment faire pour que quand je coche cette tâche, Firebase sache que cette tâche a été cochée. Aujourd'hui, on voit que la valeur de done, elle est toujours à false, ça veut dire que cette tâche n'a toujours pas été faite. Si je rafraîchis ma page, je vois qu'elle est toujours pas faite. J'aurais beau faire ça tant que je veux, on n'a aucune mémoire des tâches qui ont été terminées. Il va falloir changer ça. Donc pour que Firebase se souvienne qu'une tâche a été faite, il va falloir remplacer la valeur de done false par une valeur vraie. C'est-à-dire qu'il va falloir modifier cet objet. Okay, donc je vais chercher sur internet comment modifier un objet sur Firebase. Elle me parle pas trop ces réponses. Du coup, je vais l'écrire en anglais, ça sera peut-être mieux. How to update object. Ah, c'est bien mieux ça. On voit qu'on arrive dans la documentation de l'API de Firebase. Voilà, Firebase update. Write the enumerated children to this Firebase location. Il doit y avoir un exemple probablement. Donc là, on voit que ça crée une référence vers une URL. Et que par rapport à cette référence, il utilise la fonction update en lui passant des valeurs.
il dit que ça modifie... Ok, ça modifie la valeur de first et de last. En fait, ça a l'air de fonctionner à peu près pareil que remove, sauf que contrairement à remove, on va avoir un paramètre à passer à cette fonction update, et ce paramètre permettra d'expliquer qu'est-ce qu'on veut changer dans notre objet. Bon, on retourne du coup dans notre code. D'abord, avant de pouvoir modifier notre objet, il faut détecter quand est-ce que notre checkbox a été cliqué. Okay, parce que pour l'instant, on l'a fait pour le clic sur le texte qui sert à supprimer, mais on ne l'a pas fait pour la checkbox. Donc je retourne dans mon navigateur, on va ouvrir encore un nouvel onglet, et on va dire JavaScript, comment savoir si checkbox coché. Ok. J'ai l'impression que ça c'est un moyen d'accéder en fait à l'état de la checkbox actuelle. Moi ce que j'aimerais c'est un événement en fait. J'aimerais que le navigateur m'avertisse quand l'utilisateur coche le checkbox. Là je vois par exemple qu'on a un résultat de Stack Overflow qui dit checkbox on change. On va aller regarder ça de plus près. Donc je vois il y a du clic. Et il y a beaucoup de... Bon, on va utiliser ça, ça me paraît bien. Checkbox on click. Donc en fait on utilise le même principe qu'on a fait pour le texte. Et ensuite, on utilise le paramètre pour vérifier si ça a été coché ou pas. Donc je vais prendre ce code là et on va essayer de l'intégrer. Hop. Je remonte un petit peu mon code pour que ce soit plus facile à lire. Donc ma checkbox, comment savoir si elle a été cliquée? On va faire de la même façon qu'on a fait pour supprimer tâche. C'est-à-dire qu'on va lui passer un onClick à lui aussi. Et on va dire que ce onClick, il appelle ma fonction cocher tâche. Ok. Qui dit fonction dit parenthèse. Et qui dit parenthèse dit paramètre. Il va falloir qu'on spécifie, comme pour la suppression, quelle est la tâche qui a été cochée. Okay. Pour faire ça, je vais m'inspirer directement de ce qu'on avait fait en dessous. Donc je prends tout ce qui est entre les parenthèses et on va le coller tel quel. Voilà. Okay. Du coup, je peux m'inspirer de ce qu'on a fait au-dessus. Donc je vais l'appeler cocher tâche. Donc là, normalement, on devrait avoir le même texte que quand on avait fait la suppression. On va commencer par tester que, effectivement, notre fonction est bien appelée quand on clique sur notre case à cocher. Donc pour ça, j'enlève la ligne en trop. Le code d'après, je vais le mettre en commentaire, parce que pour l'instant, on s'en sert pas. C'est juste pour s'inspirer. Voilà, on va vérifier que notre fonction est bien appelée. Donc je retourne dans le navigateur, je rafraîchis ma page, et on va surveiller dans la console, puisqu'on est censé afficher un message. Donc là, j'ai bien mon cocher qui est appelé. Okay. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on coche? On veut que la valeur done soit mise à vrai dans notre base de données, ce qui n'est pas le cas actuellement. Okay. Donc on va utiliser la méthode qu'on a découverte, qui ressemble beaucoup à celle de la suppression, c'est-à-dire qu'on va dupliquer la plupart de ce code. La référence de tâche, c'est la même que celle de notre fonction, c'est-à-dire qu'on utilise le paramètre qui a été passé ici, qui est l'identifiant de la tâche. Et sur cette référence de tâche, au lieu de faire un remove, on va faire un update. Et on va modifier certaines propriétés de notre objet. La propriété qu'on veut modifier, c'est celle qui s'appelle done. Et on veut faire en sorte que quand on clique dessus, elle devienne true. Donc ça va modifier l'objet qui a été coché, enfin, la tâche dont la coche a été cliquée, et ça va mettre la valeur de cette tâche de done à true. On va essayer ça. Je rafraîchis ma page. Ok.
elle n'est pas cochée, je la coche, je vais dans Firebase, hop, elle a été mise à true. Donc ça c'est une bonne chose. Deuxième chose qu'il faut que je vérifie maintenant, c'est que quand je rafraîchis ma page, il faut qu'elle soit encore cochée, d'accord, puisque là elle est à true. Or ici ma checkbox n'est pas cochée. Du coup on va chercher. Ça va pas être du JavaScript, on va faire ça en HTML directement. On va taper checkbox, checked. The checked attribute can be used. Donc ici apparemment il y a une solution. Voilà, en gros, si la case est cochée, on peut rajouter cet attribut, ça veut dire qu'elle sera cochée. Donc au moment où on va créer nos paragraphes ici avec les cases à cocher, il va falloir spécifier dans notre code HTML si cette case à cocher est censée être cochée ou pas. Okay, donc là, comment va-t-on faire ça? On va utiliser donc checked, qui est un attribut, donc on va marquer égal comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va soit mettre, on va essayer de mettre true dedans si jamais elle est cochée, ou false si c'est pas coché. Pour faire ça, même principe que d'habitude, il va falloir qu'on passe une variable, parce que selon l'appel de cette fonction et la valeur du paramètre, donc selon la tâche sur laquelle on entend itérer, il va falloir que ce soit coché ou pas coché. Donc on va faire une chaîne de caractères ici, on va préparer une concaténation, et on va dire que cette concaténation, ça va être une variable qui s'appelle checked. Okay. Cette variable, il va falloir l'initialiser. Et on a dit que l'état de la variable, de la tâche, savoir si elle est terminée ou pas, était stocké dans notre objet tâche. Sauf que c'est pas name qui nous intéresse ici, c'est la propriété qui s'appelle done. Donc on va marquer .done. Donc en gros, quand la tâche n'aura pas été faite, elle sera stockée sous forme done égale false. Donc checked vaudra false. Et quand notre case aura été cochée, enfin quand la tâche aura été terminée, done vaudra vrai. Et donc checked vaudra vrai. Ce qui sera répercuté ici dans notre code HTML. On va tester ça, vu qu'on a déjà une tâche qui est censée être terminée. On rafraîchit, on voit que notre tâche est bien cochée. Je fais une nouvelle tâche. Alors pour le coup, ce qui est pénible, c'est qu'il considère, quand je l'ai créé en fait, est-ce qu'il m'a fait un checked ou pas? Voilà, j'ai mis checked false et ça m'a quand même fait, ça me l'a quand même coché. Donc j'ai l'impression que quand cet attribut est utilisé, ça coche de toute façon. Si j'enlève mon attribut ici, effectivement ça décoche. Donc il va falloir qu'on modifie notre code JavaScript de manière à ce que check ne s'affiche que quand notre tâche est vraie. Okay, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une condition. On va dire si notre tâche a été faite, je vais mettre quand même des accolades. On va dire que checked va valoir la chaîne de caractères checked. Sinon, on va lui mettre une valeur par défaut qui est chaîne vide. Donc je remonte ma variable ici parce qu'elle est réaffectée ici. Je définis en fait check, ça va être une variable, une chaîne de caractères vide, et seulement quand ma tâche aura été faite, je vais remplir cette chaîne pour que ça contienne la chaîne de caractères checked. Et ici, plutôt que d'écrire en dur systématiquement mon checked, je vais concaténer le contenu de ma valise HTML qui commence là. Ok, c'est ma checkbox. Je vais y ajouter le contenu de ma variable checked. Donc quand ma tâche n'a pas été faite, bah, ça rajoutera rien, ça rajoutera une chaîne vide. Et quand ma tâche aura été faite, ça rajoutera le mot-clé checked à la place de ma variable. On va vérifier ça. Donc, pour le coup, ça n'a plus l'air de fonctionner pour la tâche 2, qui est censée être cochée. Alors, est-ce que mon input
Pourtant j'ai bien un checked ici. Et si je mets égal true, ah ça marche. Bon, dans ce cas, on va mettre notre attribut checked égale true. Comme on l'a fait dans l'HTML. Okay, donc si la tâche n'a pas été cochée, on ne rajoute rien à notre élément. Et si la tâche est terminée, on ajoute checked égale true. Je retourne dans mon code, on vérifie, je rafraîchis la page. Cette fois-ci, on est bon. Je rajoute une nouvelle tâche qui n'est pas cochée. Je la coche. Je vais voir dans Firebase. Voilà, on a bien notre nouvelle tâche cochée.